Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, sur la chaîne YouTube Trading Tips, je reçois Pierre Perrin-Montlouis. Bonjour Pierre. Bonjour Sylvain. Très heureux de te recevoir aujourd'hui sur ma chaîne et je vais laisser te présenter librement. Merci. Ravi également de te rencontrer, hein. C'est vrai que je connaissais pas ta chaîne, c'est un grand plaisir. Et ben écoute, bonjour aussi à tous pour ton audience. Alors, moi c'est Pierre Permont-Louis, vous l'aurez compris. Alors aujourd'hui, je suis surtout trader, gestionnaire de patrimoine et en fait, j'ai un parcours en soi, je veux dire, très classique en fait en finance de marché, c'est-à-dire que je suis passé par une classe préparatoire voie économique, école de commerce, voilà, on est parti à l'étranger, en Chine, à Hong Kong. Et rentré à Paris pour ma dernière année, et je me suis retrouvé face au choix de choisir entre justement aller chez les courtiers type en ligne ou basculer côté fonds d'investissement traditionnel, banque traditionnelle. Et j'ai fait le choix des courtiers en ligne. Et petit à petit, comme ça, je me suis spécialisé justement dans le trading, mais surtout le trading à destination des particuliers. Voilà. Ce qui fait que je suis pas du tout dans la partie analyse quantitative, ce genre de choses, mais dans l'accompagnement, l'analyse financière de produits actifs ou particuliers, c'est-à-dire des indices, des actions, les ETF, les matières premières, la maîtrise des CFD, du Forex. Enfin, c'est le domaine vraiment dans lequel je me suis spécialisé au fur et à mesure et que je pratique encore au quotidien aujourd'hui. Est-ce que tu parlais de fonds d'investissement et est-ce que tu regrettes ce choix en fait, de ne pas avoir choisi cette particularité, d'être parti directement chez les brokers, tu vois? Alors, pas du tout. J'avoue C'est que j'ai vrai? aucun regret. Un petit regret, je dirais, que j'ai peut-être eu de temps en temps, c'est plutôt quand j'ai quitté les brokers pour mettre à mon compte. Ah bah, quand, tu sais, parfois, quand c'est un peu compliqué, tu y repenses, tu dis: «Mais c'est vrai que j'étais quand même pas mal là», hein, parce que c'est vrai que je gagnais plutôt bien ma vie. J'étais à la fin responsable, du bureau des analystes, en fait, de tout un broker. Et D'accord. c'est vrai que par moment, je me dis: «Bon», mais très vite, hein, quand tu as des bonnes expériences ou que tu as une bonne journée, d'un coup, tu oublies ça. C'est Est-ce que c'est lié, tu vois, le regret d'être mis à ton compte, est-ce que c'est lié à la France, la situation géographique et les contraintes légales, ou c'est vraiment la place qui était vraiment intéressante pour chez le courtier par rapport au contact des clients, etc. non, c'est beaucoup le cadre légal et Ah, d'accord. réglementaire français, ouais, qui est très lourd parce que, tu vois, aujourd'hui, bah, typiquement, je suis pas encore conseiller financier. C'est quelque chose qui va D'accord. arriver un petit peu plus tard. Mais ne serait-ce que pour pouvoir faire justement du conseil financier, de la gestion de patrimoine, le nombre de licences, d'autorisations qu'il faut avoir, la lourdeur aussi en fait administrative de documents pour l'accompagnement des clients, les contraintes mine de rien, réglementaires de communication, etc. C'est extrêmement lourd. C'est-à-dire que quand tu fais partie d'une structure, c'est beaucoup plus léger, de façon assez surprenante d'ailleurs. Mais dès que tu es seul à ton compte, c'est vrai que c'est une contrainte qui pèse. Alors, je reconnais d'ailleurs tous les gestionnaires de patrimoine indépendants, hein. Et c'est pour ça que Euh, beaucoup d'entre eux, très souvent, finissent par se spécialiser dans un seul domaine. Parce que si tu veux toucher à tout, ça multiplie à chaque fois bah, la lourdeur administrative. En fait. C'est vraiment démultiplié. ouais, et en plus, tu es tout seul à faire tout ça, donc ça, chapeau, C'est ça. bravo. Chapeau. Donc, tu as beaucoup de contraintes de travail. Ça, c'est plutôt. Oui, bon, ça demande une discipline, je dirais. Ouais, une certaine discipline, des contraintes horaires, suivre, se former aussi. Mine de rien, c'est vrai qu'on est dans un métier où, par essence, de toute façon, sur les marchés financiers, tu sais ça très bien, hein, on n'a jamais fini de se former. On C'est a toujours ça. des nouvelles Mm. choses à apprendre, de nouvelles méthodes C'est d'analyse, ça. des contextes sur les marchés ou la situation géopolitique qui change, qui évolue. Mais en plus de ça, en termes de compétences aussi, en tant qu'indépendant, tu dois diversifier, bah, gérer un site internet, développer son site, faire des newsletters, découvrir des outils, tester aussi l'IA. Voilà. J'ai eu de très gros fails avec l'IA, pour te dire. C'est vrai? Ouais, j'avais essayé à un moment d'automatiser un petit peu ma prise de rendez-vous avec mes clients, parce qu'aujourd'hui, tu as un truc très simple, hein, où c'est genre un agenda, les gens sur mon site, ils peuvent booker un rendez-vous en ligne, D'accord. et je voulais automatiser un petit peu tout ça, et ça a été un échec qui m'a coûté un partenariat d'ailleurs, Ça parce va. que je devais rencontrer ouais, alors un courtier en assurance vie, sur un gros courtier français en assurance vie pour faire un partenariat avec eux, apporteur d'affaires en fait, tu vois, pour leur Bien envoyer sûr. des clients. Ouais, bien Parce sûr. qu'ils ont une offre en fait d'assurance vie qui est relativement intéressante. Et bah, avec ce système, je sais pas ce que j'ai fichu. J'ai mal géré mon IA. Je me suis retrouvé avec parfois 3, 4, 5 rendez-vous, tous pris en même temps, au même moment. Et bon, forcément, quand tu as le choix entre un partenaire ou un client à toi, bah, tu prends le client en priorité, quoi. Et bon, Ouais. partenaire, à ce moment-là, je sais plus, il y a eu 3 rendez-vous comme ça, manqués d'affilée. Bon, il y a un moment, ils ont laissé tomber. Ça m'a fait rire parce que je me suis dit, mais à leur place, pareil, hein. J'aurais dit, attends, ça fait 3 fois qu'on a des rendez-vous que tu te présentes pas. C'est normal que tu finisses par claquer la porte. Mais du coup, l'IA, je me suis Ouais. beaucoup revu. J'en suis revenu, je suis bon.
manuellement, c'est plus simple, ça je maîtrise. Et c'est les avantages, les inconvénients de la technologie. Ouais. Surtout quand c'est mal Bon. maîtrisé. Bon, après, de toute façon, tu vas retrouver d'autres partenariats avec ce que tu proposes qui moi, je trouve super intéressant. Hein. Même ton site, j'ai survolé ton site, je regardais tout ce que tu proposais, honnêtement, sur le milieu, il n'y a pas grand monde qui propose ce que tu fais. Hein. Une petite question qui me vient. Qu'est-ce qui te passionne le plus en ce moment dans tout ce que tu fais? C'est compliqué, il y a beaucoup de choses. Ah mince, je suis désolé pour la question. Non, c'est pas une question piège. Non, je dirais ce qui me passionne le plus, que j'ai énormément creusé dernièrement, on a eu l'occasion de discuter, c'est les pierres précieuses. Ouais, ça les pierres précieuses et l'or, qui est justement le principal service aujourd'hui que je développe et que je propose à mes clients. Alors, j'en parle pas parce que c'est un service que je vends, hein. C'est surtout parce que je l'ai découvert ça par hasard et que l'histoire derrière aussi du fondateur de la société avec laquelle je travaille, pour laquelle je travaille d'ailleurs maintenant, qui est basée en Allemagne, l'histoire du fondateur était très impressionnante. C'est un gars, si tu veux, qui gérait des millions dans une grande banque allemande en tant que gestionnaire il était trader et aussi gestionnaire de fortune. Et au bout d'une dizaine d'années, il a fait, entre guillemets, une sorte de petit bilan de sa vie et de ses investissements. Et il s'est rendu compte que, il avait des super années, ça plus 30, plus 40%, mais aussi des très mauvaises. Et c'est comme ça qu'à un moment, il s'est dit, mais c'est bizarre parce que si je regarde tout ce que j'ai fait par rapport, en comptant aussi le temps que tu sais passer à analyser, chercher des opportunités sur les marchés, à décortiquer des bilans, il disait, mais ce qui m'a le plus rapporté de façon constante, c'est l'or. Parce que l'or, c'est bête, hein, bête et méchant, mais t'en achètes, ça prend à long terme, de façon continue, et c'est beaucoup moins casse-tête que d'analyser des centaines, voire des milliers d'actions dans une année. Et c'est comme ça qu'il en arriva à lancer son service, justement, dans lequel il a ajouté un peu plus tard les pierres précieuses. Et moi, c'est les pierres précieuses surtout qui m'ont vraiment tapé dans l'œil, que j'ai énormément creusé. Donc ça, j'ai en termes de passion à court terme, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Et l'autre chose, c'est essayer de comprendre Donald Trump. Ça aussi, c'est... ça, tu sais, on va en parler juste après de ça. Je pense qu'il y a un petit passage à faire sur ce qui se passe actuellement avec monsieur le président américain Trump, avec toutes ses particularités. Si tu aurais un rêve aujourd'hui à réaliser aujourd'hui, hein, par rapport à ton expérience de vie, que ce soit professionnel, ce serait quoi aujourd'hui? Le plus fou que tu pourrais réaliser, tiens. Tu voudrais monter... Fou que je pourrais réaliser? Ou tu souhaiterais, voilà, plus que tout maintenant, là... Là, tout de suite, avoir mon propre fonds d'investissement. Ah, on revient au tout départ. Ouais, on revient à le mien, c'est vraiment où je gère des fonds. Ça, c'est un rêve. Vraiment, qu'est-ce qui t'empêche de le faire là maintenant? La contrainte administrative et les frais. Ça coûte extrêmement cher. Tu déménages, viens quelque part. Non. Quand je dis fonds, c'est fonds en France, parce que ce que je voudrais, c'est proposer un fonds qui puisse être distribué, accessible, notamment dans des contrats type assurance vie, PEA, PER. Là, on en revient, j'allais dire aussi à ma formation initiale de gestion de patrimoine, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quelque chose qui je trouve assez ahurissant, quand tu regardes beaucoup de produits d'investissement qui sont parfois mis en avant de façon exagérée, je trouve, dans beaucoup de médias financiers, quand tu regardes la performance, les déductions faites des frais, de la fiscalité, etc., tu te dis, mais finalement, globalement, ça reste très médiocre. Alors, je veux bien qu'il y ait les avantages fiscaux à côté qui compensent, mais voilà, ça, c'est quelque chose vraiment qui m'a toujours fasciné, et où je me suis dit, je pense que potentiellement, je pourrais faire la différence à terme. Alors, je suis pas en Warren Buffett, hein, j'ai pas cette prétention, mais voilà, avoir mon fonds, ça, je t'avoue que ce sera un rêve, et peut-être aussi un rêve d'avoir moins de lourdeur administrative. Voilà. C'est plutôt... peut-être que ce métier reste encadré. Ça, je t'avoue que oui, c'est une nécessité. C'est normal. Malheureusement vu et côtoyer, hein, alors pas de façon récurrente, mais des escrocs et des gens qui ont des pratiques douteuses. Ça, oui, il y a un vrai besoin de réglementation, c'est certain. Il y a un besoin de contrôle, mais il y a aussi, je dirais, ce qui manque le plus aujourd'hui, un vrai besoin d'accompagnement, sans avoir cette espèce de filtrage, j'allais dire, soit par les compétences, soit par l'argent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que soit tu es capable de réunir des très gros montants, des très grosses sommes pour payer en fait l'accès à la réglementation, soit si tu es indépendant, tu peux être aussi sérieux dans ta démarche, mais tu vas être freiné par ça. C'est une sorte de plafond, je trouve, relativement injuste en réalité. Mais c'est un petit peu la même chose d'ailleurs que je reproche en ce moment en France avec le système judiciaire, hein. Tu sais, où en fait par certains coûts imposés,
bah, mécaniquement, on écarte des gens qui auraient des litiges à porter dans les tribunaux tout à fait légitimes, mais qui peuvent pas le faire parce que pas les moyens d'aller au bout des procédures. En fait, il y a tellement de sujets en France en fait qui mériteraient de se pencher dessus pour des contraintes. C'est incroyable en fait. Thème qui était complètement dévoyé en fait. Ouais, c'est ça. Hein. C'est dommage vraiment. Dévoyé, je pense surtout qu'il s'est retrouvé surchargé à un moment donné. Et la seule réponse qui a été trouvée pour l'instant et qui, pour moi, je trouve problématique, c'est l'argent. Or, pour moi, je te disais, mais un service public ne devrait pas être régi par un besoin d'argent. Là, c'est le même problème que j'ai avec la privatisation des hôpitaux qui est en cours. Et pourtant, je suis un libéral. Hein. Je suis très libéral. Je suis voilà, je suis plutôt assez libertarien, mais je considère qu'il y a des domaines vraiment, tout ce qui touche au public, que ce soit même les transports, les hôpitaux, l'éducation, ça ne devrait pas être privé. Voilà. Ça devrait vraiment être resté public parce que on ne devrait pas mêler, j'allais dire, des contraintes financières à ça. Et malheureusement, on va de plus en plus dans un modèle américain qui, lui, régit ça par l'argent. Mais quand on voit, alors là, tu vois, ces questions, sujets sensibles, c'est une petite boutade, mais où va l'argent en fait? Quand tu vois les ponctions qui sont faites. Où va l'argent? T'es pas obligé de répondre, mais je te dis juste, c'est une boutade. Hein, on va hasarder une réponse. Moi, j'en ai une, très, pour le coup, ça, c'est du factuel, du vécu, via mon expérience personnelle. Enfin, pas directement, mais via un proche. Je dirais le millefeuille administratif. Le millefeuille administratif, en fait, vraiment du gaspillage d'argent. C'est même pas, on peut même pas dire qu'il y a, je pense dans la majorité des cas, hein, une personne ou un petit groupe de personnes qui s'enrichit. Faut casser un petit peu cette image ouais, ça je suis d'accord, c'est clair. Parfois on peut avoir, mais il y a vraiment simplement un gaspillage d'argent. Et ce gaspillage d'argent, pour t'expliquer, hein, là où je l'ai vécu, c'était, enfin j'ai vécu là où je l'ai constaté, c'était chez à l'époque ce qu'on appelait, ce qui aujourd'hui s'appelle, je crois, France Travail. Avant c'était Pôle Emploi, avant ça c'était la NPE, où tu avais une multiplication parfois de commissions à l'échelle nationale et départementale, des gens qui étaient payés à travailler sur exactement les mêmes choses, qui n'avaient aucun lien entre eux. Et en fait, je te retrouvais parfois avec des dossiers qui étaient traités, des rapports qui étaient faits en x4, x5, x6, gaspillage pur d'argent public. Tu as 6 équipes de 15 personnes, plus celle au national, forcément, comme c'est le national, là, tu as 3 fois plus de monde, qui font la même chose, qui n'ont même pas conscience qui se substituent en fait les uns aux autres. Ça n'a aucun sens. C'est du gaspillage pur et dur. Et comme aussi les frais. Ça, une fois, j'étais tombé sur ça. Peut-être tu avais vu ça passer. Je crois que c'est un challenge. Ils avaient fait un article là-dessus qui était très intéressant sur les frais des fournitures de bureaux. Ça, j'ai vu. Hein. J'ai vu passer ça. Incroyable. Voilà. Le gaspillage d'argent public, c'est vraiment comment on peut expliquer qu'un stylo Bic coûte, alors je sais plus, j'ai une bêtise, 6 €. On marche sur la tête. Ouais. Et d'ailleurs, comment c'est possible et comment c'est possible que personne n'ait jamais rien dit en fait, que ça pose problème à personne, c'est bizarre. Et personne s'en occupe. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû le voir passer, dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais en même temps, bon, c'est comme ça, voilà, on laisse, on file la patate chaude à quelqu'un d'autre. J'ai autre chose à faire, ou ça, c'est pas moi de m'occuper de ça. C'est comme l'histoire des gars qui, pour changer les ampoules dans les administrations publiques, tu sais qu'il faut pas l'habilitation pour changer. C'est la même chose. C'est ahurissant de se dire voilà où passe notre argent, je pense. Bon, un tas de trucs, la lourdeur administrative. Là, on est vraiment la caricature. Genre l'Europe, de manière générale, est une caricature au niveau mondial de zone administrative. C'est que voilà, les Américains innovent, les Chinois copient, les Européens, nous, on légifère. Et au milieu de ça, la France, on est, je pense, le pire des pays européens en matière de réglementation. Le problème en fait, il faut la réglementation, mais le problème comme ça, quand c'est des strates énormes, ça empêche l'innovation. Hein. Honnêtement, ça casse l'innovation. Complètement. Et ça dissuade. C'est un effet vraiment dissuasif. Et ce qui est aberrant, c'est quand je regarde même au niveau des chefs d'entreprise. Hein, moi, j'ai des amis. Là, j'ai un ami qui a monté une société, une start-up, qui vient de partir à Londres. Voilà, parce qu'en France, il était bloqué, qu'au niveau même des financements, tu vois, la BPI, en fait, a des limites. Elle peut pas te financer, même si ils veulent parfois aller aider sur certains projets, ils sont bloqués, aussi par des règles de l'Union européenne, etc. Donc, voilà, t'as une pépite française, un gars qui est en train de créer, alors sa modeste échelle pour l'instant, puis ça fait 3 ans seulement que la société existe, mais ils ont déjà une quarantaine d'emplois qui ont été créés, ils commencent à générer plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, et ben ils se barrent à Londres. Voilà, parce que pas d'alternative viable en France et en Europe de manière générale. Et ce côté vraiment dissuasif, moi, m'exaspère. T'en as plein qui sont en capacité en fait de créer. En tout cas, ils ont l'idée et l'innovation sur plein de sujets, plein de secteurs. Et premier choix, dès qu'ils ont la possibilité, à cause des contraintes, ils partent. Hein.
Ouais, Et, et parfois, comme tu dis, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas forcément le premier choix. C'est juste qu'ils ont pas d'autre choix, en fait. Il y a un moment où je pense qu'ils réalisent que, mais si on veut vraiment se développer, on est bloqué. Soit on s'arrête maintenant, soit il faut qu'on parte à l'étranger. Il faut qu'on aille ouvrir du capital ou qu'on se fasse racheter. Ça aussi, c'est le nouveau domaine. Alors, on peut devenir, tu as des pays comme Israël qui sont des spécialistes de monter des startups pour les revendre à des grands groupes américains. Moi, je suis pas sûr que ce soit quelque chose à faire. Je pense que c'est bien de créer des entreprises que tu gardes et que tu développes vraiment jusqu'au bout. Ça, je conçois mal qu'un entrepreneur ait pour vocation, de lancer une affaire et de la revendre systématiquement. Voilà, ouais, c'est ça pas c'est le sûr. seul que j'ai pour Ouais, la oui. France. Ça c'est On sûr. part de tellement loin, on a des écoles magnifiques qui sont parmi les meilleures du monde, que ce soit dans l'ingénierie, même dans les business schools. On devrait permettre aux étudiants qui sortent de là, aux jeunes qui arrivent sur mon travail, de pouvoir réaliser leur souhait d'entreprendre jusqu'au bout. Et là, on se dit que malheureusement, entre le discours, fameux discours de la Startup Nation et quand on regarde où est-ce qu'on est aujourd'hui, il y a un monde. Il y a absolument un monde et ça, c'est navrant. Avec les contraintes fiscales aussi qui sont énormes comparées aux voisins. C'est T'imagines, le hein, récent. l'écart, Mais il est au-delà gros, de la ça. fiscalité, c'est les cotisations. Parce qu'en réalité, tu sais que ça, c'est un truc que j'avais découvert. Aux États-Unis, l'impôt est plus élevé qu'en France. En moyenne, un Américain paye plus d'impôts qu'un Français. Ce qui fait la très grosse différence en France, c'est quand tu additionnes impôts plus cotisations sociales. Et c'est là, en fait, qu'on se fait absolument tabasser. Ouais. Et en plus de ça, tu as un autre problème, ça pareil, historiquement français, tu vois, nous qui légiférons, c'est le manque de stabilité. Hum. Un cadre fiscal qui évolue tout le temps. Voilà, il y a 4 ans, on nous expliquait que ça y est, on va baisser les impôts sur les sociétés, etc. Tu es un entrepreneur, tu vas prendre ton crédit, tu te dis super, on va pouvoir investir à fond, tu démarres, et puis 4 ans après, on t'explique, finalement, non, ça va remonter. Et comment tu peux sérieusement te projeter dans un Mais milieu comme ça? je sais pas si tu as vu le rapport du Sénat du patron de Michelin qui parlait justement de ces contraintes-là qui changeaient sans arrêt et que du coup la société s'adaptait, était obligée de s'adapter parce qu'en fait, si je me souviens bien, il y avait une réglementation pour la France, en tout cas pour l'entreprise qui était située en France, pas à l'extérieur bien sûr, il devait prouver que le caoutchouc qui était exploité n'était pas exploité sur une zone qui a été déboisée, tu vois. Et donc c'était sous leur propre charge à eux. Mais je vais peut-être me tromper dans les termes. Les personnes qui regarderont, ils peuvent faire une recherche sur le net pour les termes exacts. Oui, et du coup, la société, c'est ça. Et du coup, la société en elle-même, c'est sous sa charge à elle de prouver comment que ça n'a pas été exploité. Donc du coup, ils avaient investi dans des drones, etc. Et au final, quand la mise en application a dû avoir lieu en début d'année, ça a été repoussé à plus tard, peut-être 1 an ou 2 ans, et on ne sait pas si ce sera appliqué. Et donc le patron de Michelin disait ça, qu'ils avaient investi une certaine somme, je ne sais plus si c'était 150 ou 200 millions d'euros, pour les sites français. Et que ça n'existe pas, c'est une contrainte qui n'existe pas ailleurs. À la rigueur, ça peut peut-être peut-être que, tu vois, dans l'esprit, ça peut peut-être se motiver, tu vois, ça s'explique, mais le problème, c'est l'instabilité, en fait. Du coup, ils investissent de l'argent, et derrière, en fait, finalement, ça s'applique pas. Et puis, du coup, finalement, tu vas avoir une autre règle qui va apparaître dans 6 mois, 1 an, et puis, s'il n'y a aucune visibilité sur. Et pour ta pomme, et Ouais, c'est encore, ça. j'allais dire Michelin, là, on parle d'un grand groupe, entre guillemets, bien implanté, mais tu fais ça une PME, une ETI qui est en plein développement, qui a déjà du mal à financer ses activités courantes, elle est morte. Ah, ça, c'est Voilà clair. comment tu détruis les emplois bêtement dans un environnement en plus où on sait que 80, même plus de 80% de l'économie française dépend de son tissu de PME, d'ETI. Et c'est sur elle que tu mets le plus de pression, j'allais dire injuste, parce que, mine de rien, quand tu as un très grand groupe, tu peux pas international, je dis pas que c'est pas grave pour un grand groupe, mais la casse, entre guillemets, est limitée. Tu peux plus facilement absorber ce genre de pertes. Quand tu es vraiment parfois une PME, parfois tu finis le mois à 200 € près sur ton compte professionnel. Et ça, ce genre d'investissement, ça peut vraiment t'achever. T'as beaucoup de PME qui sont sur le fil du rasoir. Et pourtant, t'as des beaux projets, t'as des trucs qui tournent qui sont, c'est limite. Bon. Mais en matière d'idées, les Français, on a toujours été très forts. Quand tu regardes le nombre d'inventions faites par des Français, même à l'étranger, c'est assez ahurissant. Alors, évidemment, on connaît Londres côté finance. Tu vas à Londres, le nombre de Français qui sont à la City, c'est aberrant. Même quand tu vas aux États-Unis, dans beaucoup de départements de R&D, etc. Oui, t'as beaucoup de Français. Beaucoup de Français. Donc, en termes de, les gars, réfléchir, raisonner, avoir des idées, les développer, les mettre en application, on sait faire. Ce qui nous manque, c'est un pays et une stabilité qui nous permettent de le faire chez nous. Voilà, et pas pour des étrangers. Moi, tu vois, si perso, je dis souvent, il faut que, en fait, l'État, moi, je suis très libertarien, tu vois. Il faut que l'État, en fait, juste y mette un cadre favorable et qu'il laisse développer, en fait, tu vois. Et ensuite, il laisse jouer, les gars. Il y a des règles, c'est le monde. Il met des règles simples,
tu vois, un cadre qui est favorable pour l'innovation. Et après, naturellement, les gens, tu vois, vont. Et surtout qu'en France, on a un gros vivier, tu vois, qui puisse pas être obligé de partir sous contrainte ou. Bref. C'est ça, on a un vivier énorme, faut l'exploiter. C'est bête, hein, mais là, on en revient à une logique d'entreprise. On a des talents, il faut les exploiter. Voilà, ne les laissons pas partir, et pour les exploiter, il faut leur donner envie aussi de rester. Et au-delà de ça, tu as aussi un côté, qui est très français, qui, je pense, il faut arrêter de vouloir être dans la répression, il faut beaucoup plus être aussi dans l'accompagnement. Et quand j'ai l'accompagnement, mais c'est aussi au niveau, en soi, vraiment économique. Alors là, je te prends un exemple tout bête, hein, que j'ai vécu, tu vois, ça quand j'étais en école, où on avait aussi ce côté entre guillemets mode un peu politique de, tu sais, l'ESG, etc. Le côté, j'ai pas envie de dire humaniste parce que ce serait pas le bon terme, mais tu sais le côté c'est des projets pour servir la société. Enfin, je pense que tu vois à peu près l'idée. Je comprends. Mais là, tu abordes un sujet qui peut être relativement sensible. Mais alors, moi, il n'y a aucun souci. Hein. J'ai aucun souci, mais juste. C'est vrai que. Je veux dire oui et non, parce que je faisais, regarde, nous, on est en école de commerce. Tu vois, donc, ton objectif, c'est de créer une entreprise. Là, on est dans un concours, tu vois, en interne, on doit créer une entreprise. Et en fait, on s'aperçoit que tous ceux qui sont arrivés, dire, au bout et qui ont gagné, c'est des projets où, moi, un truc que je trouvais aberrant, quand tu leur demandes, mais du coup, comment vous comptez vous faire financer? Comment vous comptez gagner de l'argent en tant qu'entreprise? La réponse, c'est, les subventions. Et là, tu dis, mais attends, c'est-à-dire que, on en est arrivé à un point en France où, en école de commerce, on t'apprend, on récompense des projets. Donc, factuellement, c'est-à-dire qu'on pousse vers ça, vers le fait que si tu veux pouvoir développer tranquillement un business aujourd'hui, tu dois t'appuyer sur des subventions. Pas citer de nom, mais je connais une société qui est basée sur de l'électrique, en tout cas qui vend du véhicule électrique version 2 roues et tout ça, et qui jusqu'à assez récemment basée en fait grâce aux subventions, tu vois, pour les clients. Et en fait, si tu les enlèves du jour au lendemain, ça peut potentiellement devenir très compliqué. Et du coup, c'est pas forcément très sain, en fait, tu vois. Ah non, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est même relativement malsain. Et tu vois, pour revenir sur ce grand sujet de l'électrique, comme on l'a déployé en Europe, c'était du grand n'importe quoi. Et pour te dire, moi, ça faisait 2 ans déjà que je disais à mes clients, l'électrique, et donc, globalement, les constructeurs automobiles, tu vois, on n'y touche pas, et si on doit y toucher, c'est plutôt pour shorter. Parce que je voyais cette dépendance, ça va finir par leur exploser au visage. Il y a de plus en plus de problèmes budgétaires globalement en Europe. À un moment, les subventions vont sauter. Et quand on voit la situation, au niveau actuel, je veux dire, au niveau de l'économie mondiale, quand tu vois Trump, ce qui est en train de nous arriver, que tu vois, on a une croissance qui est à zéro, qui est même, j'allais dire, on est même en croissance négative, hein, si tu tiens compte de l'inflation, si tu as un donné déflaté, en fait, ça fait un moment déjà qu'on est en récession. Dans ce contexte-là, tu as de plus en plus de subventions qui vont sauter. Et je pense que ça permet aussi d'identifier des secteurs qui vont se retrouver en difficulté parce que ils se sont de manière un petit peu fourvoyés, dans le sens où dans une économie de marché, elle dépend des subventions. En fait, c'est essayer de faire une forme de communisme dans du capitalisme. C'est pas possible. Vraiment, soit tu es communiste et l'État planifie et gère, soit tu es sur du capitalisme et tu dois être capable de te débrouiller, d'avoir ton business et d'en vivre. Mais être sur un modèle où tu es à cheval sur les deux, ça ne peut que finir mal. Surtout que quand tu subventionnes des entreprises qui sont censées fermer, alors c'est peut-être un peu brutal, du coup, laisse pas la place avec qu'elle va manger d'autres sociétés qui, elles, peut-être sont saines. Du coup, ça fausse un petit peu le marché et c'est pas sain du tout. C'est le problème des entreprises zombies. Où pendant le Covid, Macron avait distribué tellement de cash que le Covid, ça avait été une des meilleures années, une des années avec le moins de fermeture d'entreprise, le moins de défaillance d'entreprise. Ça, c'était assez ahurissant, ce chiffre, parce que tu dis, bon, Covid et que ça. Mais en fait, non. Grâce à toutes les aides, il y a un paquet d'entreprises qui auraient dû mourir, mais qui ont réussi à tenir et qui, du coup, aujourd'hui, sont encore balbutiantes. Les gars se tiennent à peine la tête hors de l'eau, mais ils y arrivent tant bien que mal. Ils ont continué à gratter pour certains domaines, encore certaines aides, et ils continuent d'être accompagnés alors que ça ne devrait pas être le cas. Et tout ça, c'est du capital qui est bloqué et qui ne peut pas être alloué justement à d'autres projets, à d'autres entreprises qui ont besoin d'argent pour pouvoir se développer et créer durablement des emplois. Et ensuite, c'est l'effet ruissellement, entre guillemets, qui se met en place dans le capitalisme. Mais le fait de vouloir maintenir à tout prix des entreprises qui ne fonctionnent pas, soit parce que c'est des domaines qui sont dépassés, hein, il y en a, malheureusement, la consommation a évolué et ce qu'ils vendent, bon, il n'y a plus de demande en face,
Ça arrive, mais dans ce cas-là, bon, bah, on met la clé sous la porte, on passe à autre chose. Ou alors on se réinvente et on passe à un autre business model. Et pour d'autres, c'est simplement, bah, elles sont pas assez bonnes par rapport à la concurrence. Voilà. Et là aussi, il y a un moment où, si on n'est pas capable d'innover, d'être meilleur que les concurrents, si on est systématiquement dépassé, ben, il faut arrêter. Il faut arrêter, se reconvertir ou se faire absorber par un concurrent qui, lui, pourra se développer davantage. Enfin, on en revient à le darwinisme, qui est le propre du capitalisme. Mais encore faut-il qu'il ne soit pas faussé. Dès lors qu'on essaie de le fausser, ça finit toujours mal. Et alors, on l'a vu au travers des dernières décennies, le nombre d'exemples de crises qui sont arrivées à cause justement du manque de darwinisme, c'est assez fou. On l'a vu au Japon, on l'a vu même aux États-Unis. Hein. Il y a un moment, on finit par en payer le prix. Oui, l'addition, elle arrive au moment où on est en train, quoi qu'on puisse dire. Hein. Oui. Et quoi qu'on en pense, plus elle arrive tard, plus ça fait mal. Hein. Ah oui, plus ça fait mal. Hein. On va aborder un petit peu, tu sais quoi, l'actu économique, parce que c'est super dense et c'est super. Alors c'est fascinant, tu vois. On va essayer de pas trop faire trop long, mais tu vois, par rapport au président américain, sur les annonces, tu vois, j'aimerais savoir ton avis sur les annonces des droits de douane qui ont fait beaucoup réagir, avec les craintes tu vois, d'un choc économique. Toi, quelle lecture de la situation tu as par rapport à ce qui est en train de se passer? C'est le bon terme, lecture. Je veux dire, lisez. Et il y a un seul livre à lire, The Art of the Deal. Il est en train d'appliquer exactement la méthode de son livre. C'est-à-dire, on annonce un chiffre qui est complètement déraisonnable, qui a vocation à faire deux choses. Paniquer l'autre et à créer de l'urgence. Pour lui faire comprendre que c'est dans son intérêt vital de venir s'asseoir pour négocier un deal le plus vite possible. C'est exactement ce qu'il fait. Ouais, et factuellement, ça fonctionne avec absolument tout le monde sauf la Chine. Voilà. C'est le problème, c'est pour ça qu'on a les droits de douane qui viennent de passer à 145% pour la Chine. Bon, tu me diras 125, on était déjà sur des chiffres déjà c'est toujours plus. D'ailleurs, on l'a vu, il n'y a quasiment pas eu de réaction aujourd'hui sur les marchés parce que, en fait, on est en train de tomber un peu dans un effet, dans un effet de trappe à liquidité. En général, on parle de trappe à liquidité pour les taux des banques centrales. C'est-à-dire que quand une banque centrale pèse trop ses taux d'intérêt, à un moment, elle a beau les baisser, ça n'a plus d'impact sur le marché. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a déjà été tellement loin en termes de chiffres que demain, il annoncerait 250%. Je suis pas sûr que les marchés réagiraient plus parce que en soi, on sait que c'est déraisonnable et la difficulté, c'est que est-ce que la Chine va céder? Ça, je suis pas sûr. Je pense que les Chinois vont s'adapter. C'est quoi, c'est 15 alternative. C'est quoi, c'est 15% de l'exportation qu'ils ont les Chinois aux États-Unis, non, de leur masse en tout. Je sais plus ce que c'était la proportion. Je sais plus. Il faudra regarder. Mais ça. Exact. Ces derniers jours, j'ai vu passer tellement de chiffres que. En ce moment, c'est une période un peu folle, hein. Un peu folle, c'est incroyable. Surtout, c'est que là, de toute façon, Trump va vite être confronté à la réalité aussi. Parce que justement, quand les Chinois ne veulent pas céder, ils ont commencé à faire quelque chose qu'ils avaient fait une fois en 2016 et ça avait suffi à l'époque à calmer Trump, à vendre massivement de la dette américaine sur les marchés. J'ai vu. Sauf que un point de dette, un point supplémentaire sur les taux à 10 ans américains, ça représente 300 milliards de dollars de frais sur la dette, de frais de service de la dette par an. Voilà. Donc là, ils ont réussi à faire monter quasiment de 0,5% la dette américaine, donc 150 milliards supplémentaires de service de la dette en une nuit. S'ils se mettent pas d'accord, ça peut vite dégénérer et aller très très loin. Quand on sait que Trump commence à être de plus en plus aussi en difficulté au niveau des chambres, hein, que ce soit au Sénat ou à la Chambre des représentants. Lorsqu'il va falloir gérer les budgets, là, ça va être serré. Donc, mine de rien, peut-être que lui aussi va être obligé de céder. Et pour les Chinois, ils céderont pas a priori parce que c'est une question, c'est un problème politique en fait pour eux. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le pacte social chinois, il est basé sur le fait que, grosso modo, alors, s'il y a des Chinois parmi tes auditeurs, ne m'en veuillez pas, hein, mais le Parti communiste est une dictature et vous allez accepter ça parce qu'en échange, on vous garantit de la croissance et une amélioration du niveau de vie pour vos enfants. Le problème, c'est que la croissance, elle commence à se tarir sérieusement en Chine, que déjà l'année dernière, sans guerre commerciale, on a difficilement réussi à atteindre les 5%, qu'on a vu une série de plans de relance chinois, il y en a eu 4 d'affilée fin 2024, on a eu un très gros là début mars, ils ne produisent pas d'effet, ils n'ont pas d'effet sur l'économie chinoise. On n'arrive pas, le PC,
est incapable de relancer l'économie chinoise. Donc, à partir de là, quand un pouvoir politique se retrouve comme ça à défaut, la seule issue qui lui reste, c'est de sortir les muscles, c'est de montrer qu'on est puissant. Et c'est pour ça qu'ils céderont pas. C'est que pour eux, c'est aussi un besoin vital, j'allais dire, pour garder le contrôle sur leur population en interne, parce que pour l'instant, ça s'agite pas. Mais potentiellement, petit à petit, s'ils commencent à céder, ils pourraient de plus en plus être mis en question. Tu sais, il y a des personnes qui parlent, tu as beaucoup de personnes, de pseudo-experts ou réels ou pas, qui disent c'est la fin de la mondialisation, on va vers une désorganisation, mais vraiment de façon désordonnée, tu vois, sans accommodement et tout ça. Tu en penses quoi, toi, de ça? Tu penses réellement que... Non. De toute façon, la mondialisation, on est très loin d'avoir la fin de la mondialisation. Alors ensuite, tout dépend dans quelle proportion on imagine la mondialisation, mais la mondialisation aujourd'hui, de toute façon, elle reste déjà très régionale, en réalité. Il suffit de regarder, tu prends la balance commerciale de quasiment tous les pays de l'Union européenne, hein. Avec qui est-ce qu'on échange majoritairement? Avec nos voisins. On n'échange pas tant que ça, en réalité, en proportion globale de la balance commerciale avec les États-Unis ou la Chine, ou en fait avec l'autre bout du monde. Donc déjà, de ce côté-là, en fait, on n'est pas si mondialisé que ça, contrairement à ce qu'on pense. Par contre, c'est vrai que sur certains domaines, notamment en termes de matières premières, d'approvisionnement, là, on est très dépendant. Ce qui est en train, surtout pour moi, de changer, c'est les États-Unis, où en fait, Trump veut faire une réindustrialisation. Au-delà d'une simple relocalisation, on est dans une logique de réindustrialisation. Il veut revenir à des États-Unis qui sont une puissance industrielle. Et ça, pour le coup, je pense que ça peut être un bon pari à court et moyen terme, mais qu'à long terme, c'est une bêtise. C'est une bêtise parce que on le voit bien au cours des dernières décennies, les pays qui tirent vraiment leur épingle du jeu aujourd'hui à long terme, avec l'économie, c'est la fameuse économie de la connaissance, c'est les brevets. On est dans le dématérialisé. C'est ça aujourd'hui qui a le plus de valeur. Donc vouloir, entre guillemets, repasser sur de l'industrie au niveau américain, oui, ça va créer des emplois à court terme. Alors quand je dis court terme, hein, c'est sur 1 à 2 décennies, mais à long terme, ça va poser un vrai problème en termes de flux financiers et en termes de potentiel développement à venir aussi. Parce que le monde, quoi qu'il arrive, l'industrie va tendre à s'amenuiser. Pour une raison très simple, déjà, c'est les matières premières. À commencer par les métaux. On a de plus en plus de mal à extraire, des quantités suffisantes par rapport à la demande et surtout pour une demande soutenue à long terme. Et ça va s'accentuer, ces problèmes-là. Là où l'économie de la connaissance, et on voit avec la Chine, qui dépose un nombre de brevets ahurissant et qui maintenant, quand tu regardes les entreprises chinoises, Huawei maintenant gagne ses procès contre Apple en accusant Apple de copier ses brevets. Il y a 10 ans, c'était la situation inverse. La Chine est en train de gagner ce terrain-là. Et en réalité, côté chinois, on était déjà plus ou moins engagé dans une désindustrialisation, dans le sens où tu prends beaucoup d'usines qui avant fabriquaient en Chine, aujourd'hui, c'est plus made in China. Tu regardes, c'est made in Taïwan, made in Vietnam, l'industrie a déjà commencé à bouger. Bangladesh aussi beaucoup, tiens, pour les vêtements, parce que la Chine est devenue trop chère. On a entamé petit à petit en Chine déjà cette transition vers l'après l'industrie. Donc, je pense ouais. En fait, dans ton discours, tu as déjà répondu à des questions que j'allais te poser, donc bravo. Et en tout cas, c'est super intéressant d'avoir un point de vue, de ton point de vue. Tu vois, si on prend une vision de trader, tu vois comment, toi, tu le perçois comment l'impact sur les marchés actuels, hein. Quand tu es trader, tu vois l'impact. Est-ce que tu vois ça comme une opportunité? Ça, c'est intéressant de savoir. Hein. Opportunité. Ah oui, opportunité. Ça, c'est certain. Alors, opportunité, maintenant, toujours pareil. Est-ce qu'il faut se précipiter? Peut-être pas. Je pense qu'il y a encore un peu de potentiel à la baisse. Mais déjà, ça nous a permis de revenir, je dirais, à des niveaux de valorisation. Alors, je dirais, c'est plus d'un point de vue investisseur que purement trader. C'est que surtout sur les marchés actions, ETF, on est revenu à des niveaux de valorisation décents. Et quand je dis décents, c'est, on a terminé avec les PER qui flirtaient avec les 80, les 100 points. Voilà, on revient sur un niveau de valorisation plus cohérent, qui reste, mine de rien, élevé historiquement. Hein. Ça, encore aujourd'hui, si on se réfère à des PER, donc price earning ratio, y compris dans des secteurs, tu vois, comme les technologies, où on sait que historiquement, hein, on a des PER plutôt élevés, on est quand même très au-dessus des moyennes historiques. Donc, mine de rien, il y a encore de l'espace pour une potentielle correction. Mais le fait qu'on ait pu purger comme ça une grosse partie des excès fait qu'on va pouvoir reprendre petit à petit naturellement le cycle de la hausse. Voilà. Et ça, ce que j'apprécie, c'est le retour aux valeurs européennes.
qui était complètement délaissé ces dernières années. Le marché européen souffrait globalement de cet écart avec les Américains. Alors, on l'a rattrapé de façon ahurissante en deux mois, 3 mois, surtout janvier-février de cette année. Mars, un petit peu plus balbutiant avec le début de la guerre commerciale, mais on a rattrapé, on a compensé une bonne partie de notre retard. Et ça, je pense que c'est bien parce qu'on revient vraiment à un cycle d'investissement, je dirais, mieux réparti. On n'a plus une zone au niveau des marchés qui domine vraiment toutes les autres. Ce qui était le problème qu'on a vu précédemment. Pour toi, on n'a pas d'apocalypse à venir. En tout cas, c'est peu probable. Alors, c'est peu probable. Il peut toujours tout se passer sur les marchés. Ouais, non, mais c'est pour ça que je dis, j'emploie le terme peu probable pour ça. Mais dans les faits, en tout cas, pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on n'y est pas. Et on a beau dire, si on regarde aujourd'hui la croissance américaine, tiens, c'est intéressant, il y a 7 jours tout pile, vendredi dernier, on avait les chiffres du NFP. 4,2% de chômage, plus de 100 000 emplois qui ont été créés dans le secteur non manufacturier. Enfin, tout va bien. On a de la croissance. Je rappelle qu'on a eu des publications des entreprises qui ont battu des records historiques de bénéfices. Et là, je ne parle pas de croissance, de chiffre d'affaires, de bénéfices. Donc, du cash qui rentre, qui va être redistribué aux actionnaires, qui va être dépensé aux États-Unis. Et rien ne justifie qu'on panique. Après, je veux dire, c'est aussi le propre des marchés. Le propre des marchés, c'est que bien qu'ils aient été paradoxalement construits sur l'hypothèse que les agents financiers sont rationnels, on sait tous que non. C'est absolument personne n'est rationnel. Non, personne n'est rationnel. On s'aperçoit, depuis le Covid, que globalement, les acteurs financiers sont de moins en moins rationnels. On a une propension à paniquer ou à avoir des excès d'euphorie aussi qui est de plus en plus importante. Tu justifies comment ça, ce changement? Tu le perçois comment plutôt? Je le justifie grâce à une étude qui avait été publiée. Alors j'ai un petit doute, je ne sais plus si c'était l'AMF ou la FCA, l'un des deux par un des régulateurs européens, sur l'analyse du comportement des jeunes, notamment des jeunes investisseurs. Et en fait, on se rendait compte que les jeunes investisseurs aujourd'hui n'ont jamais été aussi actifs qu'aujourd'hui sur les marchés. On a un pourcentage de jeunes. Quand je dis jeunes, c'était moins de 25 ans qui arrivent sur les marchés. Très jeunes. Et qui se déclarent financièrement éduqués. Et quand on est financièrement éduqué, c'est-à-dire qu'ils partent du principe qu'ils connaissent bien le fonctionnement des marchés, le fonctionnement des régulateurs, le fonctionnement des produits financiers, etc. Or, dans les faits, quand on leur pose des questions, on s'aperçoit qu'ils sont bien plus ignorants que leurs aînés, qui, eux, se déclarent au contraire, sont beaucoup plus modestes et souvent se décrivent comme n'étant pas des spécialistes, alors que le même investisseur de 50 ans qui veut dire qu'il n'est pas un spécialiste, il est capable de t'expliquer le fonctionnement d'un varan ou d'un turbo. Et là, tu te dis, deux comportements différents, manque d'humilité, et ça se traduit aussi par des réactions émotionnelles. Parce que, mine de rien, tu as 25 ans, tu ne sais pas ce que tu fais. Tes 800 €, j'allais dire, c'est la moitié de ce que tu as gagné en travaillant, en bossant l'été dernier. Tu les vois fondre comme neige au soleil en 24 heures, tu paniques, tu vends immédiatement. Tu n'es pas dans la réflexion de mais est-ce que les indicateurs financiers, tu les connais pas de toute façon, tu les maîtrises pas les indicateurs financiers. Donc tu vas regarder sur un forum, ah mince, tout le monde est en train de passer à la vente, ok, je passe à la vente aussi. Voilà. Ou alors tu allumes la télé, pareil, tu vas suivre les médias. Et ça, les médias, ils sont forts pour faire leur boulot, c'est faire cliquer. Voilà. Et on sait que quand il y a du sang, ça attire du monde, malheureusement. Le sang attire du monde, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai. Moi, souvent, je dis, j'ai l'expérience de vie, tu vois. Et quand tu es jeune, tu n'as pas cette expérience et ce recul que en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué, le rapport à l'argent, tout ce qui. Ouais. Oui, et puis ensuite, il y a aussi quelque chose qui est propre à la jeunesse. C'est ce côté un petit peu intrépide. On veut y aller, on veut aller vite. Et du coup, on a une propension naturelle aussi à prendre plus de risques. Voilà. Ce qui est une bonne chose, j'allais dire, quand ce risque est pris dans des proportions entre guillemets raisonnables. J'ai toujours cet exemple, très simple. C'est mon côté gestion de patrimoine, tu vois, qui reprend un peu le dessus, mais à 20-25 ans, tu ouvres une assurance vie. Mon conseil, c'est prends une assurance vie du profil offensif, prends un maximum de risques, parce que tu as le temps en fait de voir venir. Même si tu connais 2-3 mauvaises années, tu auras plusieurs cycles économiques complets, va chercher du risque. À l'inverse, plus tu es âgé, plus tu vas minimiser les risques et jouer sur la sécurité parce que tu te dis à tout moment, je peux avoir besoin de mon argent. Donc, il ne faut pas que je me retrouve dans un cycle où j'ai pris du risque comme un fou furieux et je suis à moins 20. Voilà. Je viens de rappeler qu'il a raté son partenariat d'assurance vie et que. Et que c'est dommage, donc peut-être prochainement. J'en ai d'autres, j'ai d'autres partenaires. T'as d'autres, c'est vrai. Bon, d'accord, ok.
Ah oui. Bon, C'est le tien. Peut-être que je lâcherai un nom à la fin, mais j'en ai un là que j'aime beaucoup. Approche 100% humaine. Et ça, franchement, ça manque parce que maintenant, tu sais que la grande mode dans la gestion de patrimoine de façon générale, hein, c'est les robots advisors. Voilà, tu remplis un questionnaire, on te sort une simulation, un machin, et on te ouais, propose ouais, un ça, profil ouais. standardisé. Et là, j'ai une petite pépite des Bretons. 100% Bretons, 100% humains. Et accompagnement, comme ils appellent, c'est pas de la gestion pilotée, c'est de la gestion conseillée. C'est-à-dire que, ouais, ils te font des placements Gestion conseillée. sur mesure. En D'accord. fait, conseiller, ça veut dire que c'est sur mesure. Voilà. Il n'y a pas de profil standardisé. Tu sais, on va te dire, tiens, t'arrives, bah, typiquement, tu vois, sur un profil offensif P10, où en fait, bah, tous ceux qui sont offensifs ont exactement la même chose en portefeuille, etc. Non. Là, c'est en fonction de toi, tes envies, ta situation personnelle, du D'accord. sur-mesure, et ils sont absolument géniaux. D'accord. Et ils font Bon, pas que de l'assurance vie. Hop là. en fait, il y a énormément de points à développer intéressants. Ça m'intéresse aussi. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, ce genre de sujet. Pour finir, tu sais, la partie actualité, parce qu'on avance, le Ouais, temps passe. le temps file. Ouais, le C'est temps le file problème et quand on voit le campagne. si tu devais donner, j'allais dire le mot conseil, mais on peut pas dire ça. Je sais pas de conseil. Mais en fait, quelqu'un qui trade, si tu aurais une orientation ou dans ce moment d'incertitude, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Pas de faire, mais est-ce que tu aurais quelque chose à lui dire par rapport à la situation où on se trouve aujourd'hui? Il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup de volatilité. Si tu rencontrerais un trader qui vient te voir, là, par exemple, demain, si quelqu'un de ma chaîne vient te voir et te dire, écoute, en ce moment, vu tout ce qui se passe, qu'est-ce que tu lui dirais là comme ça Trader débutant qui arriverait, je vais Ouais. dire ce que je dis aujourd'hui, j'ai même membre de ma communauté, hein. Votre premier objectif dans le trading, votre argent, c'est votre instrument de travail. Votre premier objectif en ce moment, ça doit être de le préserver, c'est-à-dire de ne pas perdre d'argent. N'essayez pas de gagner de l'argent dans des marchés qui sont complètement irrationnels. Donc abstenez-vous. Attendez. Attendez de comprendre ce qui se passe. Attendez de prendre le temps aussi vraiment d'analyser les choses en vous appuyant sur des éléments factuels, tangibles. Et là, j'en reviens typiquement aux statistiques économiques dont je vous parlais tout à l'heure. Oui, on a eu des mouvements, et on l'a vu sur le marché US, c'était mardi, je crois, on a eu plus 1500 points sur le Dow Jones, puis rechuté de 1600 points. Les gars, c'est absolument monstrueux en fait en termes de volatilité. Dans ces conditions-là, ne faites rien, en particulier si vous êtes débutant, surtout si vous êtes débutant. Voilà. Patientez. Et mais c'est pas une honte, hein, je veux dire, Ouais, 90% façon du temps de vie d'un trader, c'est être dans l'attente. C'est en réalité être un trader, hein, c'est quoi? Sur 90% de votre temps, vous allez attendre des setups, 5% vous allez être dans l'action, et 5%, ce que j'appelle la partie chiante, comptabilité, remplir ses impôts, etc., etc. partie Bah, chiante. elle existe quand même, hein, mais elle est là, il faut la faire. Elle est Faut pas là, la mais négliger. si elle est positive, elle est pas chiante du tout. Hein. Je sais. Quand tu fais le virement aux impôts aussi, hein, ça fait quand même mal. Ça fait toujours mal. Ouais, ça, c'est des discussions de France. C'est des discussions de français, ça, tu sais. Ouais. Non, mais enfin voilà, là-dessus, je dirais vraiment, soyez toujours rationnel. Et si à un moment vous sentez que vous n'êtes pas rationnel, mon meilleur conseil, c'est vraiment de débrancher l'ordi. Ne restez pas derrière vos graphiques. Parce que c'est la meilleure façon d'être tenté de finir par faire une bêtise. Et ça, je dis ça moi-même, ça m'arrive encore. Hein. Sur cette semaine, plusieurs fois, j'ai coupé les graphiques. Je voulais pas regarder parce que je savais que je serais tenté de faire une bêtise. Parce que effectivement, on voit que ça vite, on se dit tiens là peut-être que. Puis non, il y a un moment on se dit attends, on revient. Il y a une stratégie, il y a des règles très claires. Là non, on débranche, on arrête, on ne prend pas de risque. Voilà. Mais tu sais que ça c'est une étape dans la vie d'un trader, en tout cas sur du réel, extrêmement difficile. Beaucoup n'arrivent pas à le passer cette étape. Rien que ça déjà. La partie de pouvoir se contrôler émotionnellement et tout ça, avec prendre le risque quand tu vois, c'est de l'attrait en disant mais peut-être que là il y a quelque chose d'intéressant. Ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'arrivent pas à passer. Hein. C'est un obstacle déjà très très difficile. Hein. Bah, je dirais que c'est un obstacle qui, d'une part, naturellement, effectivement, spontanément, c'est difficile. Mais je trouve que cette difficulté aujourd'hui, je pense, est accentuée par le fait qu'on est tenté, et ça c'est aussi le problème de la solitude du trader, d'aller chercher, tu sais, des groupes, des réseaux sociaux ou d'aller voir des forums où il y aura toujours un gars, alors Ah ouais, ça. un vrai ou un faux, mais qui sera là pour dire moi j'en ai profité, j'ai fait $6 000, Ouais, j'ai fait ouais. 3 000 €, et donc ça crée, genre, ça attise la frustration. Ouais. Et là pour moi on arrive vraiment aussi dans quelque chose qui est essentiel, c'est ne pas regarder les performances des autres. Typiquement, tu vois, moi, quand je discute aussi, j'ai des amis qui sont traders, que ce soit en banque ou d'autres à leur compte. Quand on parle trading, on parle beaucoup d'idées.
Tu vois, typiquement, là, récemment, j'ai un ami qui m'a branché cette semaine avec les membres de la communauté, du coup, sur le Nikkei 225, qui m'expliquait que lui, il surveillait ça en ce moment. Mais on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de performance. On en parle peut-être une fois par an, tu vois, à la fin de l'année, pour dire, bon, entre guillemets, ton bilan, il en est où? Mais sinon, au quotidien, on évite de parler argent, performance, gain, justement pour ça. Parce qu'on sait que d'un côté comme de l'autre, ça peut créer de la frustration et ça peut pousser à faire des bêtises. Et ça peut aussi te distraire parce que, tu vois, typiquement, je sais pas, tu as un trader ça fait 2 ans que tu travailles à fond sur les indices. Là, tu tombes sur un gars qui fait que de parler depuis une semaine tiens, et moi, je fais X%, X centaines, voire milliers d'euros, de dollars par jour sur le pétrole. Tu vas aller regarder le pétrole. Mais qu'est-ce que tu vas aller regarder le pétrole alors que tu connais rien? Que tout ce que tu en connais, c'est quoi? Ça, il y a 2 semaines? Ou plutôt, ça fait 2 semaines que tu entends parler et tu as commencé à t'y intéresser hier? Non. C'est la meilleure façon d'aller faire une bêtise, en fait. Mais c'est quelque chose qui est récurrent, en fait, tu vois. Et moi, pareil, tu vois, j'évite de regarder les performances d'autres personnes pour ce type de raison. En fait, c'est mon expérience perso, tu vois, c'est que tu te construis un écosystème un peu dans ta ville, tu vois. Et tu fais, par rapport à tes propres biais, tu fais tes prises de risque personnelles, tu vois, sur tes propres décisions. Et si tu commences à regarder ailleurs, l'influence extérieure je la trouve très négative, en fait. Peu importe les résultats, ce qu'on te dit, que ce soit pertinent ou pas. Ça, on va basculer sur quelque chose. On voit que le temps est déjà bien passé. Il y a tellement de questions à poser. À la rigueur, peut-être, tu sais, éventuellement, faire une seconde partie à un moment donné, c'est un jour tu es dispo. Comment tu vois le monde du trading? Comment tu vois le monde du trading aujourd'hui par rapport à tes débuts? Ça, c'est une question. Tu vois, j'avais noté ça. Par rapport à mes débuts, l'évolution. Tout changé, ouais. Par rapport à mes débuts, je veux dire, j'ai démarré, alors on va dire depuis le début de ma carrière, parce que j'ai commencé le trading il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant. Je suis arrivé chez les brokers il y a 9 ans. Ça fait une trentaine. 9 ans. Je dirais que ce qui a beaucoup changé, c'est la clientèle. C'est vrai qu'avant, on avait une clientèle qui était globalement déjà plus âgée. Là, aujourd'hui, il y a énormément, comme je sais, de jeunes qui arrivent dans le milieu du trading. Et même sur les moins jeunes, l'autre chose aussi qui a beaucoup changé, c'est les attentes. Où avant, si tu veux, on avait beaucoup de gens qui arrivaient dans le trading qui, mine de rien, souvent avaient déjà un petit peu d'expérience sur la bourse. C'est ces gens qui avaient un petit peu boursicoté ou qui avaient un minimum de bagage, qui n'avaient pas forcément étudié ça à l'école, mais qui avaient déjà lu quelques livres, qui s'étaient enseignés, qui n'étaient pas des purs débutants. Alors que là, on a de plus en plus, je dirais, vraiment de purs débutants, des gens qui arrivent, qui n'y connaissent rien et qui, malheureusement, ont vu passer une publicité où ils viennent là pour gagner de l'argent facile. Et ça, c'est la clientèle, je veux dire, à l'époque, elle était toute petite dans nos portefeuilles et on appelait ça, entre nous chez les brokers, la clientèle PMU. C'est vraiment quand on disait, mais là, il faut que j'appelle quelqu'un, c'est quoi? C'est un client PMU. On savait que oui, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a aucune expérience, qui va me dire qu'il veut déposer 1 000 € et qui espère gagner 40 000 € à la fin du mois. Et leur expliquer que, en fait, non, c'est pas faisable. Et malheureusement, entre-temps, il y a un marché qui est passé par là, qui nous a fait, mine de rien, je trouve, beaucoup de mal globalement, qui s'appelle les crypto-monnaies. Et ça, les cryptos et les quelques succès qu'il y a eu dans les cryptos. Ça fait du mal, beaucoup de mal. C'est incroyable. Beaucoup de mal parce qu'on a énormément de jeunes qui ont été ruinés sur les cryptos. Parce qu'on met en avant les quelques gars qui ont pu gagner beaucoup d'argent sur les crypto-monnaies. Mais déjà, ce qu'on oublie de dire, c'est que pour la plupart du temps, c'est des gens qui ont investi dès le début. Donc, c'est-à-dire que pendant des années, c'est des gens qui n'ont pas gagné grand-chose. Et à un moment, effectivement, ça a explosé et ils ont touché entre guillemets le pactole. Mais j'ai envie de dire, si vous achetez une action de laboratoire pharmaceutique, c'est pareil en général. Vous allez rester pendant 6, 7, 8, 10 ans sans rien et d'un coup, boum, ils réussissent à faire valider un vaccin et l'action fait x100. Mais tu sais, au niveau des cryptos, même si tu leur apportes un raisonnement bien structuré, tu sais, pour éviter, ils vont te sortir le cas de effet multiple 300, 400, tu vois. De un cas, tu sais, parmi, ils vont te dire, attends, et si dans le doute, je vais avoir, tu sais, et ça fait énorme, c'est incroyable le mal que ça fait. Et vraiment, on là dans la cupidité. Et ce qui est triste, c'est que je dis oui, mais regarde, pour un gagnant, en réalité, aujourd'hui, tu as des millions de perdants. Et les sommes en termes de pertes sont absolument astronomiques. C'est ahurissant. Et surtout, on a ce type de comportement qui commence à arriver dans le milieu des actions aussi. Parce que, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque GameStop, c'est le meilleur exemple. On parlait comment ils appellent ça, les mêmes coins. Et on commence à avoir des mêmes stocks. C'est même devenu un terme, on a ce qu'on appelle les mêmes stocks. C'est les actions mêmes
voilà, qui peuvent exploser, avoir des mouvements gigantesques sans aucune raison. Et à chaque fois, c'est toujours pareil. Hein. Le début du mouvement, souvent est provoqué par des initiés, c'est-à-dire des gens qui, comme GameStop d'ailleurs à l'époque, sont du milieu. C'est pas des petits particuliers, c'est des particuliers, mais souvent c'est des gars qui beaucoup sont bien formés, souvent d'anciens traders ou d'anciens directeurs financiers qui rentrent sur le marché à coût de dizaines de millions, enfin qui ont un très gros portefeuille pour faire bouger les cours. Ça bouge un peu, tu as toute une vague de particuliers, de tout petits porteurs qui arrivent, ceux que traditionnellement on appelle malheureusement les moutons, et en fait qui viennent se faire tondre. Ils rentrent sur le sommet, là où les mecs vont prendre leurs gains, et tout ce qui leur reste, bah, c'est les moins 40%. Et alors, au mieux, ils finissent par encaisser leurs pertes et, entre guillemets, ils assument leur erreur. Au pire, ils vont pas vouloir reprendre l'action en se disant peut-être que ça remontera un jour, et ils vont traîner ça pendant 20 ans. Ouais, en fait, c'est vrai que ça, par ça, toutes ces histoires, tu sais, il y a tellement de, moi j'ai des histoires, j'en ai entendu plein, je suppose que toi c'est pareil, tu vois, ceux qui ont vendu, ils ont tout vendu pour acheter du Bitcoin à un moment donné où c'était dans un pic, tu vois, et puis ils ont vendu quand il faut, ouais, bon bref, tu connais le parcours, t'imagines bien le drame que ça a apporté. Et il y a eu beaucoup d'abus, ouais, beaucoup, c'est incroyable. D'ailleurs, dès qu'il y a de l'argent, tu sais, des enjeux, bah, ça apporte tout ce lot de problèmes de personnes qui sont pas sincères et qui sont très malsaines. Hein. Et ça, malheureusement, tu vois, c'est aussi quelque chose qui, genre là-dessus, j'ai un regard très cinglant, très tranchant, je dirais, sur les influenceurs dans le milieu du trading. Parce que, pour te dire, moi, j'ai découvert ça. Alors, à l'époque, on appelait pas ça les influenceurs, mais l'affiliation, à l'époque où je travaillais chez les brokers. Où par hasard, je suis un jour au téléphone, j'étais stagiaire à l'époque. J'étais stagiaire chez un broker parisien qui avait ses bureaux à Paris. Et j'ai un client au téléphone et qui me dit bonjour, j'appelle parce que moi je suis là pour l'affiliation, j'ai un souci sur mon paiement. J'ai l'affiliation, je connaissais même pas ce mot. Et donc voilà, j'appelle mon supérieur, mon responsable, je lui passe et à la pause déjeuner, tu vois, je lui dis mais du coup explique-moi c'est quoi c'est l'affiliation. Hop, et il m'explique un petit peu. Et du coup j'avais été voir, j'étais curieux sur dans le CRM de la boîte. Hop, j'ouvre le CRM, j'ai le profil du gars. Ok, donc ce gars-là en fait il est arrivé il y a 4 mois, il était noté comme pur débutant, il a perdu 15 000 euros et aujourd'hui ok, il prend entre 5 et 10 000 euros par mois parce qu'il vend des formations de trading. Okay, super. Et ça, il y en a un paquet, c'est ahurissant. Et ce qui fait vraiment que j'ai une grosse méfiance. Et pour moi, tu les repères très vite au niveau du discours. Alors, il y a deux choses. Au niveau du discours, déjà, quand tu t'entends le risque, et même ceux qui parfois tu dis non, mais moi, je suis pas un preneur de risque. Et quand tu vois factuellement ce qu'ils font, tu dis non, mais les gars, là, il y a un problème au niveau des sommes, des pourcentages. Alors, méfiez-vous des sommes aussi, des montants. Ça veut rien dire un montant, s'il faut regarder, c'est les pourcentages. Il faut toujours regarder en valeur relative. Là, très vite, tu as un problème. Et la deuxième chose aussi, et là, je suis désolé d'être élitiste, peut-être, on pourrait m'accuser de ça, mais tous les traders sérieux, je parle entre guillemets ceux qui sont publics, tu vois, entre guillemets plus ou moins influenceurs que la visibilité, les rares sérieux que je connais, ils ont tous un point commun, ils ont une formation, soit économique, ça, ils sortent classe prépa éco, classe prépa, puis école de commerce avec une spé finance, etc. Soit ingénieur qui a fait maths sup maths spé, spécialisation mathématiques financières et probabilité. C'est voilà, les d'autres qui n'ont pas ces parcours-là, ils sont absolument rarissimes. Hein. Et par contre, des spécialistes de l'esbrouf, ça malheureusement, on a vu aussi beaucoup de clients de ces gens-là arrivent. Est-ce qu'il y a une école pour ça, hein, l'esbrouf, l'école de l'esbrouf, hein. L'école de la vie. Hein. Ouais, alors, non, mais c'est vrai que c'est. Alors, tu vois, petit, il nous reste à peu près. La meilleure chose, c'est les gars, faites une école d'ingénieur. Et plus qu'une école de commerce. Parce qu'un vrai trader aujourd'hui, c'est un trader quantitatif. C'est école d'ingénieur. Vous faites prépa maths sup maths spé, école d'ingénieur, et vous étudiez les probabilités. C'est là, vous êtes vraiment dans ce qu'est le métier de trader aujourd'hui. Aujourd'hui, une école de commerce en été ne forme pas de trader. C'est terminé. Elle va vendre des sales éventuellement. Ça s'appelle les sales traders d'ailleurs. C'est un terme un peu trompeur, mais sales trader, c'est un commercial. Voilà. C'est votre chargé de compte que vous avez en ligne quand vous appelez votre broker. Il n'est pas trader lui. Son métier, c'est de vous vendre, soit de faire de la gestion de compte, mais comme le fera le chargé de compte dans votre banque, soit de vous vendre des produits. À l'origine, c'est un vendeur. C'est comme quand tu vas chez le banquier du petit village, tu vas le voir et au guichet, c'est le commercial que tu as, c'est pas un banquier forcément. Hein. Exactement. Et tu fais forcément la plupart des gens, mais attends, j'ai vu le banquier, mais non, c'est juste la personne du guichet qui va essayer de te vendre un contrat. c'est imagé, mais c'est un peu ça. La petite garantie supplémentaire. Mais c'est ça, mais à chaque fois, c'est incroyable. C'est fou. Hein. Mais attends, je vais vous montrer ce petit contrat. Ah, c'est incroyable, vous allez voir des avantages incroyables. Bref. Je fais la mauvaise langue, mais c'est un petit peu ça. Alors,
En tout cas, tu sais quoi, c'est super captivant l'échange. En tout cas, merci d'être venu pour toi. On va garder quelques minutes encore pour essayer de clôturer ça. Et je pense, tu sais quoi, qu'il faudrait peut-être faire, parce que j'ai plein de questions en fait, on n'a pas abordé. Et on est pris par le temps. En tout cas, moi personnellement, je suis pris par le temps. J'en suis désolé parce que je pense qu'on pourrait faire un format hyper long, vraiment long. Et moi, ça m'intéresse. Moi, j'aime bien échanger, tu vois, hein. Alors, tu vois, on va utiliser ces dernières minutes qu'on a en tout cas, pour parler de ce que tu as envie de mettre avant, en tout cas librement. Je mettrai pour les personnes qui ont regardé cette vidéo des liens pour retrouver Pierre, hein, Pierre, sa chaîne et tout, c'est ce qu'il peut proposer. Et comme ça, vous pourrez le contacter directement si vous voulez échanger. Je pense qu'il sera un plaisir en tout cas d'échanger avec vous, parce que je pense que ça vaut réellement le détour. Alors, Pierre, je te laisse présenter ce que tu as envie pour le... Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous vendre? Bonjour, c'est votre banquier, j'ai une super assurance. Non. Ah bon, combien l'assurance? Combien? T'as pas raté le partenaire? Vous ne le verrez même pas passer. Voilà. C'est un petit abonnement tous les mois. Non, aujourd'hui, en fait, j'ai globalement deux principales activités. La première, c'est donc au-delà du site, hein, vous aurez le lien, je pense, voilà, Sylvain vous le mettra. Cercle PPM, où là, c'est simplement un site de formation et des articles publics. Mais j'ai surtout une communauté, ça s'appelle la communauté PPM, qui est une communauté en fait de traders. Pourquoi PPM? Parce que je m'appelle Pierre Permont-Louis. Voilà. C'est ma communauté, et que Pierre Permont-Louis, c'est très long. On a essayé de prononcer ça. Mais c'est bien, PPM, c'est bien ça. Oui, j'espère. En tout cas, j'ai pas eu de mauvais retour pour l'instant. Donc n'hésitez pas en commentaire si jamais ça vous déplaît, faites-le-moi savoir. Allez, mettez un commentaire sur PPM et puis on verra bien. Hein. Et un peu, voilà, donc la communauté PPM, ça montre un cercle de traders, là, pour le coup, trading actif. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on suit les marchés avec des séances de trading en direct. Il y a toute une partie formation aussi, qui est une formation assez poussée dans l'ensemble, en fait. Quand j'y poussée, c'est-à-dire qu'on revient aussi sur le fonctionnement des marchés financiers. Moi, mon objectif, c'est pas, entre guillemets, simplement de vous dire, tiens, vous allez apprendre, entre guillemets, une stratégie, méthode miracle, et appliquer ça, contentez-vous de faire un copier-coller. Pas du tout. Mon objectif, c'est vraiment que vous appreniez avant tout le fonctionnement des marchés financiers et qu'à terme, vous soyez capable de trader sans accompagnement, de façon complètement autonome. C'est vraiment l'objectif. Et par contre, ce que je vais vous partager, c'est surtout mes réflexions, ce que je surveille en ce moment, ce à quoi je m'intéresse. Ça peut être du trading, effectivement, plutôt court terme. Alors, quand j'ai court terme, c'est essentiellement du day trading et du swing. Je fais très peu de scalping. J'aime pas ça parce que il y a une contrainte, en fait, simplement la rentabilité horaire. Si vous calculez ça, je pense tous ceux parmi nous qui sont entrepreneurs ou même les cadres ou les gars qui sont dans la comptabilité ou ce qu'on appelle ça, c'est pas les comptables, les autres. En tout cas, en fait, le problème du scalping, c'est que, en fait, quand tu apprends, tu sais, après, tu spéculer, entre guillemets, faire du trading, tu vas chercher plus la tranquillité ou tu vas rechercher quelques positions naturellement avec l'expérience du temps. Et du coup, tu te dis que tu te casses la tête. Alors, je te dis ça de façon imagée, hein. Tu te casses la tête pour pas grand chose. Hein. Et ça te laisse du temps libre pour travailler des réflexions, des recherches. C'est ça. En fait, c'est surtout, ça permet de laisser du temps libre. Et il y a aussi toujours, mais j'ai cette idée, et c'est ce vers quoi je veux tendre, pousser en tout cas les membres de ma communauté. C'est pour ça aussi que j'apporte le côté de l'expertise et gestion de patrimoine. C'est, alors, j'aime pas trop ce terme-là parce que il a été trop dévoyé justement par pas mal d'entrepreneurs, mais la liberté financière, qui reste mine de rien un objectif. Et il faut pas oublier qu'à terme, le trading, c'est génial, c'est passionnant, hein, ça reste mon métier, mon activité principale, j'adore ça. Mais c'est un inconvénient majeur, c'est que le jour où vous arrêtez de trader, vous n'avez plus de revenus. Et ça, justement, pour le préparer, ça veut dire aussi avoir des investissements à côté sur du plus long terme. Donc là, je parle PEA, compte titre, des investissements qui vont vous permettre de générer des revenus réguliers et qui vont vous permettre aussi d'alléger votre fiscalité. Parce qu'effectivement, malheureusement, on vit en France, dans un pays où la fiscalité, et ça, faut le savoir, au niveau de la littérature, avant de parler de paradis fiscaux, les économistes parlaient d'enfer fiscal. Et c'était désigné spécifiquement la France. Et tu rigoles, mais c'est quand, à cause des guerres, notamment napoléoniennes, que les Britanniques ont dû augmenter leurs impôts pour pouvoir revenir à flot au niveau du budget du gouvernement, qui se sont dit, bon, maintenant que nous aussi on a monté les impôts, on va arrêter de parler d'enfer fiscaux, on va commencer à parler de paradis fiscaux. Et ça, c'est important quand même à garder, je trouve intéressant historiquement. C'est-à-dire que c'est un terme quand même qui avait été créé spécifiquement pour nous et malheureusement, on voit qu'on est encore en plein dedans.
D'accord. Ouais. Tu sais qu'en fait, il y aurait plein de sujets à aborder encore. Hein. Avec là, parce que les pierres précieuses, tu vois, ça m'intéresse fortement. Ouais, On c'était en a parlé plein de fois. Et le deuxième truc, les pierres ouais. précieuses. Je vous disais que c'était un domaine qui me passionne parce que je tombais dedans par hasard. Voilà, il y a un peu moins d'un an maintenant, grâce pareil, un ami qui m'a contacté pour distribuer ça. Donc, avec une société qui s'appelle Deutsche Gold Manufacture, qui est basée en Allemagne. Et alors, en fait, ça fonctionne, je vais dire, quasiment comme un fonds. C'est-à-dire que la société achète physiquement et de l'or et des pierres précieuses. Les pierres précieuses, il y en a 3. C'est rubis, émeraude, saphir. Toujours acheté par 3. Ouais, l'idée, c'est de garder en quantité, entre guillemets, un tiers, un tiers, un tiers. J'ai en quantité parce qu'en termes de valeur, hein, c'est pas du tout les mêmes valeurs. Notamment le rubis a tendance à monter beaucoup plus que les deux autres. Et l'or, là, c'est uniquement des lingots d'or 24 carats. Voilà. Pourquoi or pur? C'est aussi les lingots d'or, hein, la partie la plus liquide de l'or, ce qui est plus facilement monnayable, échangeable, vendable sur les marchés. Et c'est aussi ce qui a le moins de primes. Parce que le problème, c'est quand tu achètes une pièce, que ce soit un Cougar-Inde, un Napoléon, etc., c'est pas 100% d'or, tu as une grosse partie jamais un peu subjective. Et ça, d'ailleurs, souvent, tu as des particuliers qui se prennent en pleine tête hein, quand ils achètent à court terme, qu'ils doivent revendre. Là où l'or, justement, les lingots d'or pur, tu n'as pas du tout cet inconvénient. Et donc, pourquoi ça m'intéresse? Et ce qu'on me propose, en fait, c'est d'investir dans ce stock sous la forme, en fait, d'achat d'une part de notre stock. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vous évite d'avoir à détenir physiquement ces actifs tout en investissant dans des actifs tangibles. Vous n'êtes pas sur un ETF, ça, là, vous êtes sur de l'or qui est physiquement stocké dans un entrepôt de haute sécurité en Allemagne. Alors d'ailleurs, pour les deux, on est à Francfort. C'est-à-dire que l'or est stocké chez Degussa, pour ceux qui connaissent. Les pierres précieuses, c'est chez Metlock. Là, on est en entrepôt aussi de haute sécurité en zone franche. Et ce qui est intéressant pour les pierres précieuses, c'est que c'est stocké dans le même entrepôt que les pierres précieuses de la Bundesbank, donc la banque centrale allemande et des autres grandes banques. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul entrepôt de haute sécurité autorisé en Allemagne à accueillir des pierres précieuses, ce type d'investissement. Enfin, ce type d'actifs tangibles plutôt. Et là où ça m'intéresse beaucoup, les pierres précieuses, parce que je connaissais pas trop, tu vois, ce milieu-là, c'est que j'ai découvert justement la différence avec le diamant, qu'on a exclu volontairement du portefeuille, parce qu'en réalité, le diamant, tu t'aperçois que c'est une cochonnerie, hein, en termes d'investissement, j'entends en tout cas. Et surtout que c'est un actif qui est complètement décorrélé des marchés financiers. Et moi, c'était aussi mon problème, en fait, en termes de diversification. C'est que je passe ma vie en trading, j'investis, j'ai portefeuille boursier, mais c'est toujours lié à la bourse. Et quand bien même vous achetez de l'or, en réalité, l'or, il est en corrélation inverse, normalement, avec les marchés boursiers, mais vous avez toujours cet effet de corrélation. Là où les pierres précieuses, tu es sur un actif qui est beaucoup plus stable en termes de rendement dans le temps. Je veux dire, sur 2001-2024, en moyenne, tu es sur 8,6% de rendement annuel. Donc, beaucoup plus lisse, mais beaucoup plus sûr. Tu n'as pas de risque d'effondrement, comme ça qu'on assiste en ce moment, par exemple, sur les actions. Et ça, c'est ce côté sécurité long terme pour l'investissement. Moi, je m'en sers pour préparer ma retraite, concrètement, des pierres précieuses. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement le côté où tu peux rentrer dès 30 € par mois, niveau valeur d'investissement. Ah, ça, c'est pas. Alors, je répète, je vais mettre le lien sous la vidéo. Et je pense aller faire un tour, hein, parce que je pense qu'à vos lecteurs, il y a beaucoup de sujets intéressants que propose Pierre. En tout cas, tu sais quoi, Pierre, merci beaucoup d'être venu. Je serais bien, tu vois, parce que j'ai pas mal de questions. On aurait pu échanger. Là, on est vraiment pris par le temps. Si tu es OK, peut-être une prochaine fois, refaire une part 2, en fait, plus approfondie. En tout cas, merci beaucoup à toi, Pierre. Je suis content. Et puis... moi aussi. Ouais. T'as le droit, ceux qui sont intéressés, vous verrez sur le site aussi, vous pouvez prendre rendez-vous. Je fais rendez-vous téléphonique s'il y en a qui veulent échanger, poser des questions. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. C'est une petite demi-heure. C'est fait pour. Alors, vous avez entendu, allez cliquer et prenez rendez-vous avec Pierre. Et le téléphone n'a pas de souci, au contraire, je pense qu'il va faire un plaisir d'échanger avec vous. Et on voit qu'il est passionné, en fait, surtout ça aussi. Passionné, mais qu'il sait de quoi il parle, mais c'est important de nos jours. C'est vraiment important. On creuse, on fait ce qu'on peut, en tout cas, pour rester à jour, dans un environnement aussi changeant. En tout cas, merci beaucoup à toi, Sylvain, pour ton temps. C'était un plaisir d'être avec également sur la chaîne. Et effectivement, pourquoi pas faire une partie 2 si les commentaires sont bons, hein. Si les commentaires sont mauvais sur les S'il n'y a pas de commentaires, écoute, on verra bien. S'ils sont bons, s'ils ne parlent pas de PPM ou tout ce qui va avec, on verra bien. Et puis, voilà. Merci beaucoup, Pierre. Au revoir. À très bientôt. Ciao.